L'agence de promotion des investissements du Burkina Faso est sur les rails. C'est aujourd'hui qu'elle a lancé pleinement ses activités. Sa mission est cruciale pour le pays, attirer et motiver les investisseurs nationaux, mais surtout étrangers. L'Union européenne, elle, délie les cordons de la bourse pour soutenir la transition au Burkina Faso. Plus de 78 milliards de francs CFA sous forme de dons au terme d'une convention signée ce jeudi. Un soutien important dans la marche du pays vers une transition réussie. AfriSolar, c'est la conférence internationale sur l'énergie solaire en Afrique. 3 jours pour analyser les atouts et les faiblesses du marché du solaire sur le continent. Les travaux ont débuté ce matin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Elle est désormais la porte d'entrée officielle de tous les investisseurs du Burkina, quel que soit le domaine. L'agence de promotion des investissements du Burkina Faso passe à la vitesse supérieure. Elle a lancé officiellement ses activités ce matin en présence du président du Faso. Sa mission, promouvoir la destination Burkina auprès des investisseurs nationaux, mais surtout étrangers. Drissa Séré. L'Agence pour la promotion des investissements du Burkina Faso, créée en mars 2013, est véritablement entrée en fonction en janvier 2014. Bras opérationnel du Conseil présidentiel pour l'investissement, l'APIBF s'est vu confier la mission de mobiliser les investissements privés étrangers et nationaux de gros volume. Avec le lancement officiel de ces activités, l'APIBF envoie un signal fort en direction du monde des affaires. Je voudrais simplement rappeler la stabilité politique du Burkina Faso qui est légendaire, qui se maintient. C'est le premier message fort à l'endroit des investisseurs. Je voudrais leur dire que notre positionnement géographique dans l'UEMOA nous permet en tout cas d'être très attractifs. Nous sommes en période de transition en train de relier aussi et de revoir tout ce qui peut attirer les investisseurs dans notre pays. Situé au carrefour de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina dispose de nombreux atouts à même d'attirer les investisseurs des 4 coins du monde. Classé parmi les économies les plus actives de la sous-région, le pays regorge d'énormes potentialités économiques dans le domaine agricole, minier, agro-silvo-pastoral, touristique et industriel. Qu'il mette à sa disposition les moyens nécessaires à son action. La décision a été prise à l'instar du secrétariat permanent du CPI de rattacher la PIBF à la présidence du Faso. Ce faisant, elle dispose, sous la supervision et la direction du conseil d'administration, d'une large autonomie d'action en vue d'attirer, de faciliter et de suivre, de mener à bonne fin tout investissement au Burkina Faso. Aujourd'hui, on assiste à un repli des investissements étrangers à travers le monde. Le Burkina se doit de faciliter les affaires s'il veut attirer le maximum d'investisseurs. C'est le défi que l'APIBF s'attellera à relever. Et parmi les tout premiers partenaires de cette agence, on compte le Centre marocain de promotion des exportations Maroc Export. Les deux parties ont scellé un pacte depuis bientôt 1 mois. Elles s'engagent à accroître les exportations entre les deux pays, à protéger et à promouvoir les investissements mutuels. Les détails de cet accord avec Drissa Séré. Budget, programme et pouvoir d'amendement du Parlement. Voilà qui réunit ces députés de la COMFIB. En 2014, 15% des investissements marocains sur le continent africain étaient destinés au Burkina Faso. Dans le but d'accroître les exportations et de promouvoir les investissements dans les deux pays, le Centre marocain de promotion des exportations Maroc Export et l'Agence de promotion des investissements du Burkina APIBF ont signé une convention de protection et de promotion des investissements. Cette signature vous démontre que Maroc Export, elle veut aller au-delà de l'accompagnement pour le commerce, mais pour l'investissement et l'internationalisation de la PME marocaine. Donc, avec ma sœur, la directrice générale de l'Agence de la promotion des investissements, nous voulons créer un service intégré pour accompagner toute entreprise marocaine qui désire investir ici, au Burkina Faso. Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Burkina pourraient connaître des augmentations dans les années à venir. Cette convention devrait permettre à chacune des parties de saisir les opportunités d'une coopération fructueuse, mutuellement avantageuse, profitable et durable. C'est une action qui a déjà débuté depuis un moment.
Le Maroc a été très intéressé par le Burkina Faso et nous aussi. Donc ils ont participé à pas mal de manifestations ici. Ils nous ont invités chaque année depuis quelques années déjà à participer à des événements au Maroc. Pour les autorités marocaines, le paragraphe du protocole d'accord est le signe de la confiance que place le Maroc dans l'avenir du Burkina Faso et se veut le début d'un nouveau partenariat pour une prospérité partagée. Voilà, petit contretemps au début de ce reportage. Toutes nos excuses. Les députés membres de la Commission des finances et du budget s'initient au concept du budget programme. C'est un passage obligé pour mieux traiter les questions de finances et de budget soumis à leur appréciation. Cela se passe à Lumbila. Draman Dadjian. Budget, programme et pouvoir d'amendement du Parlement. Voilà qui réunit ces députés de la COMFIB, la Commission des finances et du budget à Lumbila, 3 jours durant pour mieux maîtriser ces concepts en vue de se conformer aux exigences du mois. Ici, à l'échéance 2017, nos pays de l'UEMOA devraient passer du budget objet au budget programme. Et je le dis, le budget programme est un véritable changement de paradigme dans la conception du budget de l'État. Il est donc question de la gestion axée sur les résultats. Et pour ce faire, les panélistes ont passé en revue les généralités, les concepts clés et les innovations introduites dans le nouveau cadre harmonisé des finances publiques. Vous savez, c'est à la Commission des finances et du budget d'examiner le projet de la loi de finances et du budget avec le gouvernement et certains acteurs avant de le faire passer pour adoption. C'est donc avec sérénité que ces parlementaires comptent désormais traiter des questions de finances et budget pour l'intérêt de toute la nation. Plus de 78 milliards et demi pour soutenir la transition. C'est l'Union européenne qui délie les cordons de la bourse. 2 autres conventions ont été signées aujourd'hui même, l'une pour garantir la crédibilité et la transparence des élections et l'autre pour appuyer le secteur de l'artisanat. Yolande Lompo. 6 mois après la requête du gouvernement burkinabé, l'Union européenne répond positivement avec un montant total de 120 millions d'euros sous forme de dons. Ces dons vont surtout servir à l'organisation des élections. Le décaissement de la première tranche de 70 millions d'euros se fera dans les tout prochains jours. Nous allons dans les semaines qui viennent décaisser une quarantaine de milliards de francs CFA. La transition au sens large, si je peux dire, ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle notre programme d'appui est un programme conçu sur une année, sur 12 mois, donc avec une partie de décaissement importante cette année, plus de la moitié, et une suite de décaissement l'année prochaine, de façon précisément à assurer cette stabilité. Par ailleurs, l'Union européenne et l'Autriche financent le projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections. Leur contribution s'élève à plus de 459 millions de francs CFA et le projet qui est déjà en cours est exécuté par le Centre européen d'appui aux processus électoraux. L'Autriche, qui intervient depuis plus de 2 décennies au Burkina Faso, va également financer le projet d'appui à l'artisanat. La somme consentie se chiffre à plus de 733 millions de francs CFA et le projet qui sera le ministère de l'artisanat va toucher environ 200 artisans. 6 régions que sont la boucle du Moun, le centre-ouest, le centre-nord, le nord, le Sahel et les hauts-bassins sont concernés par le dit projet dont le coût global est d'environ 802 millions de francs CFA. Et pour une transition aboutie, il va également falloir un conseil constitutionnel au diapason. L'institution est au centre des élections d'octobre prochain. Et là également, on se prépare. Les membres du conseil se sont retirés à Koudougou pour affûter leurs armes. Il s'agit notamment d'approfondir leurs connaissances dans l'analyse de la Constitution, la maîtrise et la gestion du contentieux électoral. Ernest Kambiré. L'organisation réussie des élections couplées d'octobre prochain est au cœur de l'actualité et les différents acteurs fondent leur espoir sur le Conseil constitutionnel pour mener à bien son rôle de juge impartial. Ici à Koudougou, le Conseil constitutionnel, avec l'appui de l'ambassade de France et de l'OIF, met les bouchées doubles pour approfondir les connaissances de ses membres dans l'analyse de la Constitution, la maîtrise et la gestion du contentieux électoral. Les juges constitutionnels
ont besoin de se prononcer en droit avec raison et de savoir que quand ils ont tranché, ils ont pris la bonne décision. Et je suis certain que grâce à la qualité des formations dispensées, ce sera bien le cas. Pendant 3 jours, les principes et les règles d'interprétation de la Constitution, le juge constitutionnel et le bloc de la constitutionnalité, la gestion des données électorales en rapport avec la sécurité informatique seront développés par des experts nationaux et internationaux. Le juge constitutionnel est le protecteur et le serviteur de la Constitution et de toutes les normes juridiques qui lui sont conformes. Nous devons donc être conscients de cette mission et nous approprier cette pensée selon laquelle l'essentiel n'est pas de voir seul, même si l'on voit juste et clair, mais de voir ensemble. À terme, les juges constitutionnels seront mieux outillés pour trancher les éventuels contentieux électoraux qui viendront à naître pour la crédibilité des élections. L'ONG Diaconia, elle, prépare les esprits pour une transition réussie. Elle invite à la réflexion. Un forum se tient à Léo dans la Sicile autour du thème de la transition à la consolidation démocratique. 2 jours d'échange pour jeter les bases d'un scrutin sans fausse note et sans corruption électorale. Abdul Rasmane Zongo. Objet de toutes les attentions et supputations à la fois, la transition au Burkina, particulièrement la présidentielle en vue, suscite ce forum de 48 heures. Comment tirer meilleur parti de la transition pour booster davantage la démocratie? Comment réussir un scrutin sans corruption électorale? Voilà un pan de la réflexion à laquelle participent diverses personnalités. Nous saluons particulièrement l'option proposée par Diaconia et qui offre les avantages suivants. Un dialogue fécond entre l'ensemble des acteurs pour capitaliser les meilleures pratiques en la matière, la formulation d'une démarche spécifique de prévention de la corruption et de la fraude électorale, l'identification d'une feuille de route des organisations de la société civile pour fonder les élections aux côtés de la CENI. L'initiative de ce forum est de Diaconia, organisation internationale non gouvernementale basée en Suède. L'organisation de ce Forum Afrique Capacité édition 2015 a pour objectif majeur de recentrer notre transition dans une vocation andragogique et pédagogique autour des valeurs cardinales qui sont celles des valeurs universelles fondées sur les droits humains, mais aussi des valeurs de justice et d'équité sociale, avec comme alibi majeur les élections qui se tiendront au Burkina Faso. L'objectif ultime est de soutenir la transition et de contribuer à l'enracinement de la démocratie au Burkina Faso. La commission de réconciliation nationale, elle également, est sur le terrain. Objectif, apaiser les cœurs et consolider le ciment de la nation. À Fadangourma, elle a rencontré les populations pour recueillir propositions et suggestions pour la bonne conduite de sa mission. Lambert Soma. En échangeant avec les forces vives de la région de l'Est, la Commission de réconciliation nationale et des réformes, à travers la sous-commission Justice, Vérité et Réconciliation, a voulu recueillir les propositions des populations de l'Est dans ce processus de réconciliation du peuple burkinabé avec lui-même. Les questions majeures ici, normalement, sont, à travers ce que nous avons entendu, il s'agit principalement des questions d'insécurité, la question de l'employabilité des jeunes, c'est la question de décentralisation et de répartition des ressources de façon équitable. Pour les populations, cette initiative est la bienvenue, d'autant plus qu'elle permettra à tous les Burkinabés d'apporter leur contribution. Celles-ci ont aussi émis le vœu que les résolutions de la Commission de réconciliation nationale et des réformes soient totalement prises en compte par le politique. Des solutions ont été proposées, des suggestions ont été faites. Si ces suggestions, ces propositions de solutionnement de certains problèmes sont prises en compte, on pense que bon, même si on n'atteint pas la réconciliation, on ira quand même vers la réconciliation. En attendant le 13 août 2015 pour la réception du rapport final par le gouvernement de transition, la Commission de réconciliation nationale et des réformes va poursuivre sa route dans les autres régions du pays.
Objectif, en finir avec les conflits intercommunautaires au Burkina Faso. Ils font courir d'énormes risques au pays. Une étude vient d'être menée sur la situation de ces conflits et sur les textes relatifs à la mise en place d'un observatoire national de prévention et de gestion. Les résultats ont été validés et sont désormais disponibles. Poursuite à donner. Estelle Judith Assogba. On assiste ces dernières années au Burkina Faso à une recrudescence des conflits communautaires avec pour conséquence des morts d'hommes, des destructions de biens et de déplacés. Pour mieux appréhender ces conflits, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a mené une étude diagnostique de ces conflits et élaboré des textes relatifs à la mise en place d'un observatoire national de prévention et de gestion des conflits. Ces documents ont été soumis pendant 2 jours à l'appréciation des acteurs intervenant dans ce domaine. L'intérêt de cet observatoire est vraiment manifeste parce qu'il permettra dès le niveau village de prendre en charge toutes les questions qui peuvent entraîner des litiges, des conflits entre les populations et de les résoudre dès la base. Et au cas où au niveau village on ne trouverait pas de solution, au niveau département et ensuite au niveau aux choses provinciales, au niveau ensuite régional, on pourrait trouver des solutions. Les observations et amendements apportés par ces acteurs ont permis d'enrichir davantage les documents et c'est ce qui a prévalu leur validation. Leur adoption prochaine permettront aux acteurs intervenant dans le domaine de la prévention et de la gestion des conflits communautaires de disposer de documents de base pour l'évaluation de l'impact des actions futures en matière de prévention et de gestion des conflits. L'Office national de l'eau et de l'assainissement fait le point de ses activités. Les chiffres actualisés donnent 88% de taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain, 32% pour l'assainissement. Au chapitre des innovations, la nationale de l'eau dispose désormais de moyens techniques pour relever les compteurs à distance. Nathalie Sawadogo. Le taux d'accès à l'eau potable au Burkina Faso est estimé à 88% en milieu urbain en 2014. Quant à l'assainissement, il est de 32% en milieu urbain. C'est la substance de l'information de ce point de presse donné par les responsables de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. La cible du programme national d'approvisionnement en eau potable qui est de 87% est aujourd'hui atteinte à une année de déchéance. Malheureusement, du côté de l'assainissement, il y a un bémol. Là, nous sommes à 32% pour une cible de 57%. Donc, il va nous être vraiment difficile d'atteindre les objectifs du programme national d'approvisionnement en eau potable. Pour Amado Ouedraogo et son équipe, il y a espoir dans la phase 2 du projet ZIGA. Ce qui concerne la ville de Ouagadougou, nous avions mis en œuvre des mesures d'urgence. Et les mesures d'urgence consistent à raccorder au réseau actuel une centaine de forages. Les travaux sont en cours et ce serait chose faite d'ici la fin de l'année. Mais la solution définitive viendra à travers ZIGA 2, dont les travaux vont démarrer en juillet pour un délai de 22 mois. Dans sa dynamique d'améliorer l'accès des populations à l'eau potable et à l'assainissement, l'ONEA lance une série d'actions innovantes. Ce sont entre autres un centre d'appel à vocation nationale, l'installation d'une télérelève des index par terminaux potables qui permettra de capter les index de tous les compteurs dans un rayon de 300 mètres. Et pour un accès de tous à l'eau potable au Burkina Faso, le département en charge de l'hydraulique opte pour la stratégie partenariat public-privé. La vision, c'est d'accorder des licences au privé pour l'exploitation de la ressource eau et la gestion des ouvrages hydrauliques. L'initiative est soutenue par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Ismaël Diloma Sirima. De l'eau potable pour tous les Burkinabés, c'est le slogan du département en charge des ressources hydrauliques. Pour atteindre ce but, les responsables de la question de l'eau veulent recourir à un partenariat public-privé. Le partenariat que nous voulons tisser ici avec les différents opérateurs, c'est qu'au-delà des travaux d'entretien et de réhabilitation qui seront faits, au-delà des travaux de réalisation qui seront faits par ces partenaires, qui assurent en même temps la continuité du service, c'est-à-dire l'exploitation de ces infrastructures, leur entretien et leur maintenance. À cet atelier, l'étude de la réhabilitation de 60 systèmes d'adduction en eau potable
a fait l'objet de validation. Dans cette phase, c'est un appui de stratégie, un appui de connaissances, un appui d'assistance technique. Et ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas présents dans le secteur avec des gros investissements. Nous venons de prendre la tête des partenaires techniques et financiers qui sont engagés dans l'eau et l'assainissement au niveau du Burkina Faso, puisque dans le portefeuille de la Banque africaine de développement, environ 21% du portefeuille est alloué aux questions d'eau et d'assainissement. Des fonds qui vont jouer un rôle important dans la nouvelle politique tarifaire de l'eau en milieu rural. Une politique dont l'étude est en cours et qui devra aussi faire l'objet de validation. 3 jours pour passer au crible le marché du solaire en Afrique, c'est tout l'enjeu de la 2e conférence internationale sur l'énergie solaire en Afrique. Les travaux ont débuté ce matin même à Ouagadougou. Les experts vont analyser les faiblesses de ce marché et surtout les atouts, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Frédéric Etienne Bassenga. Le ministère des Mines et de l'Énergie, l'Institut international de l'eau et de l'environnement et l'Université de Ouagadougou main dans la main pour porter haut l'énergie solaire en Afrique. À cette 2e conférence internationale sur l'énergie solaire, Africa Solar 2015, scientifiques, experts et investisseurs venus de plusieurs pays du globe vont rechercher les atouts et les faiblesses du marché solaire en Afrique. Les échanges et les débats qui auront lieu durant ces 3 jours devraient contribuer à éclairer les pouvoirs publics, la communauté scientifique, les instances régionales et nationales, les organisations non gouvernementales et les opérateurs privés sur les décisions à prendre pour le développement du marché solaire en Afrique. L'objectif de tout ça est sans ambiguïté, promouvoir l'énergie solaire afin de dépasser le 1/4 de la population africaine qui a accès à cette énergie propre. Et en matière de promotion de l'énergie solaire, le Burkina Faso a son expérience à partager à cette conférence internationale. Le gouvernement du Burkina Faso, pour sa part, s'est déjà engagé dans la recherche de solutions pour le développement du marché solaire au Burkina Faso. Ainsi, les équipements solaires sont exonérés de droits et taxes de douane à l'importation et de la TVA depuis l'année 2013. Et un régime fiscal et douanier spécial a été appliqué au projet de production indépendante d'électricité par centrale solaire. Africa Solar 2015, c'est aussi une ère d'exposition, une ère où toutes les composantes de l'énergie solaire sont données à voir au public. Et comme on le sait, le solaire est une énergie propre et son essor devrait faire du bien à l'environnement. En attendant, sur le terrain, de belles initiatives existent. Les femmes de Kassou, par exemple, ont appris à restaurer leur forêt, une expérience qui vaut le détour. Lazare Pouya. Nous sommes ici à Kassou, un des départements de Léo, où se mène une expérience inédite. Apprendre aux populations à faire des pépinières à partir des espèces locales en vue de restaurer les forêts. Il s'agit donc d'un projet BioDev, Building Carbon for Development, autrement dit, construire le carbone pour le développement. Il s'agit de séquestrer le carbone en faisant beaucoup de plantations d'arbres, puisque l'arbre en se développant absorbe. Donc c'est essentiellement le carbone qu'on séquestre et ensuite le bois que ça va générer, on l'exploite de manière durable et ça permet le développement des communautés à la base. Ce que ça va générer, il faudra que les communautés à la base puissent pouvoir utiliser cela pour entretenir la clôture, entretenir le forage. Dans les espaces disponibles à côté, les femmes sont en train de faire la maraîchiculture, mais la finalité n'est pas la maraîchiculture. En un an d'exécution du projet BioDev à Kassou, le train quotidien des populations a changé. Nous entretenons 550 000 plants de cette espèce locale et nous le faisons pour le projet BioDev et pour nous-mêmes. Nous avons bénéficié de formations pour cela. Le but, c'est de nous aider à se prendre en charge et à restaurer nos forêts. Somme toute, le projet qui va durer 5 ans consiste à montrer aux femmes et aux hommes comment mettre en place une pépinière, l'entretenir et faire des greffages pour réduire le cycle de certaines espèces locales comme le kariti. Beaucoup de gens ignoraient qu'on pouvait avoir des pépinières de baobab, des pépinières de balanites, qu'on appelle tchegala, des pépinières de caïcédra, etc. Et de pouvoir reboiser certaines zones forestières, certaines forêts classées, pouvoir exploiter ce bois-là, vendre et protéger encore cette forêt. Cette expérience digne d'intérêt
est partie d'une franche collaboration entre chercheurs et population. Un an après le démarrage de ce projet de lutte contre la désertification et la pauvreté, le problème d'eau se pose avec acuité. Financé par le gouvernement finlandais, ce projet à terme permettra de rendre les femmes de Kassou autonomes et contribuera à restaurer les forêts de la localité. Au ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, on discute des difficultés de la pêche au Burkina Faso. Le secteur a d'énormes potentialités et l'objectif, c'est de créer les conditions pour une pêche durable et efficace. Tous les acteurs concernés sont autour de la table. Bouma Ernest Nebier. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture connaît de nos jours d'énormes difficultés qui entravent son essor. Un secteur qui, selon ses acteurs, est pourtant pourvoyeur de devises pour le Burkina. Il y a d'abord, j'allais dire, notre transhumance, l'instabilité institutionnelle au niveau des ressources halieutiques. On perd en crédibilité au niveau des acteurs et globalement joue sur les performances au niveau du secteur. Dans le domaine, les appuis ne sont pas encore suffisants. Et au niveau de l'organisation des acteurs, l'organisation est encore insuffisante. La rencontre de ce jour devra permettre à tous les acteurs du domaine de se pencher sur ces difficultés et proposer des solutions pour une gestion durable du secteur. Pour nous, c'est de faire le bilan et de proposer des activités concrètes et ensemble essayer de promouvoir beaucoup plus l'activité. Et nous voulons lier la pêche à l'élevage. Là, ça peut résoudre un temps, ça peut aussi le problème de production. Ces recommandations sont bien attendues par les premiers responsables du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Des premiers responsables qui offrent déjà à la cérémonie d'ouverture de la rencontre du matériel de travail d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA aux acteurs du secteur. À la fonction publique, c'est plutôt la question de la sécurité et de la santé au travail qui préoccupe. Il faut veiller à l'application des dispositions juridiques en la matière pour protéger le travailleur. À Bobo Dioulasso, la concertation se mène avec les partenaires sociaux pour une meilleure appropriation des textes. À Hadi Sandamba. Si travailler est une obligation, la sécurité et la santé au travail demeurent un droit. Cependant, les dispositions juridiques en la matière ne sont toujours pas comprises de la même façon, aussi bien par l'employeur que l'employé, et ce malgré les multiples efforts de sensibilisation à l'endroit des différents acteurs. C'est donc dans le souci d'harmoniser les points de vue quant à la compréhension des textes en vigueur que le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a initié la présente session d'information et de sensibilisation au profit des délégués de personnel et responsables syndicaux de Bobo Dioulasso. Vous savez, les textes, c'est quand même des documents juridiques, donc on peut ne pas avoir la même compréhension. Et c'est pour ça, justement, il est important qu'assez souvent, les spécialistes de la question puissent donc revenir là-dessus pour que tout le monde puisse donc être au même niveau d'information. Un travailleur qui n'est pas en sécurité et qui n'est pas en bonne santé ne peut pas être un travailleur productif. En ce sens, donc, les services de santé et de sécurité au travail constituent des maillons extrêmement importants dans la chaîne de productivité nationale. Venus des différentes entreprises de la ville de Sia, ces participants ont 48 heures pour échanger sur les différentes réglementations en la matière. Toute chose qui contribuera à aplanir les divergences et partant à instaurer des services de santé de qualité pour tout travailleur, gage de tout développement. Et en cas d'accident au travail ou ailleurs, bien souvent, c'est direction les urgences. À l'hôpital Yalgado Ouedraogo, les infirmiers se préparent pour une bonne prise en charge de ces cas d'urgence. À travers des cas pratiques, ils apprennent les gestes qui sauvent. Claudine Bikaba. Les patients qui arrivent à l'hôpital Yalgado Ouedraogo ne sont pas toujours bien accueillis, ce qui est d'ailleurs décrié par la population. Pour remédier à cela, les responsables de cet hôpital ont initié une formation pour outiller les infirmiers de ces CHU à mieux gérer les situations d'urgence. Les premiers gestes à l'arrivée au niveau des urgences sont capitaux. Parce que si ça rate à ce niveau, justement, la suite pourrait ne même pas arriver. Et c'est pourquoi nous voulons armer notre personnel. D'abord, les gens prennent conscience que c'est à ce niveau qu'il faut mettre le paquet. Nous allons d'abord aborder les urgences vitales où la vie du patient est en danger
Et la prise en charge de ces urgences-là nécessite d'abord que nous les catégorisions. C'est-à-dire nous allons insister sur l'accueil des urgences et sur le tri. Comment hiérarchiser les patients à voir? Comment hiérarchiser les délais de prise en charge pour que les urgences qui sont vraiment à même de mettre en danger la vie du patient le plus rapidement soient prises en charge aussi très précocement. 4 jours durant, les professionnels du métier vont leur transmettre leur expérience afin qu'ils puissent être armés à affronter les situations d'urgence qui se présenteront à eux. À présent, un coup d'œil sur nos quotidiens. Principaux sujets abordés aujourd'hui, les inondations provoquées par la pluie d'hier et l'interpellation de l'ancien maire de Ouagadougou. La revue de presse est avec Touboum Evelyne Dabiré. Vos quotidiens de ce jour reviennent en cœur sur l'inondation à Ouagadougou suite à la pluie d'hier 24 juin. L'hôpital Yalgado dans l'eau, écrit l'Express du Faso. Pour mon confrère, certains considèrent que c'est une pluie bienfaisante. À l'hôpital Yalgado, ce n'est pas le cas. Et là-bas, c'est le service des urgences qui est le plus touché. Outre les urgences, précise votre quotidien Le Pays, la maternité, le laboratoire, l'hospitalisation et la neurologie ont été envahis par les eaux. Sidoya mentionne en plus la cardiologie au nombre des services inondés. Conséquence, selon le directeur général de l'hôpital Yalgado repris par Sidoya, il a fallu déplacer surtout ceux qui n'ont pas besoin d'oxygène dans les bâtiments des maladies infectieuses où nous disposons de lits. Puis, confie-t-il, dans le pays, ça n'a pas été facile. Mais il y a eu plus de peur que de mal, selon un communiqué du service de communication du CHU Yalgado-Ouedraogo, publié dans le journal Aujourd'hui au Faso. Autre son de cloche dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou. Le soir informe de la disparition d'un charretier transporté par les eaux dans le quartier Bissiguin. Et dans le quartier Saint-Yiri, rapporte Le Pays, une femme a perdu la vie par électrocution. La dame sortait pour verser l'eau qui avait inondé sa maison. Une électrocution qui serait liée aux fils électriques enfouis dans le sous-sol de la cour pour conduire le courant, poursuit mon confrère. Toujours en page nationale, vos quotidiens dont l'Express du Faso informe que l'ex-maire de la commune de Ouagadougou, Marin Ilboudo, a été interpellé hier mercredi 24 juin 2015. Les raisons de cette arrestation sont évoquées par Le Pays. Cela fait suite à une enquête sur des malversations financières dans les attributions de parcelles dans la ville de Ouagadougou, dont l'ex-dépôt of Nasser de l'Arlé à une compagnie de transport de la place. Aujourd'hui, au Faso écrit que d'autres personnes, dont le PDG de la société, pourraient être entendues dans le cadre de cette affaire. Affaire à suivre, conclut l'Express du Faso. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse. En attendant, restez sur place. Simon Gongo vous retrouve à 21h pour Controverse.